Il y a de l'or enfoui sous le sol gelé du Yukon, dont le monde a presque oublié l'existence. Non pas une petite poche d'or capable d'enrichir quelques mineurs chanceux le temps d'une saison, mais un énorme gisement évalué à près de 180 millions de dollars cachés au fond d'une mine abandonnée, et que des générations d'experts avaient déjà radié. Des études géologiques avaient été réalisées, des opérateurs expérimentés avaient examiné la propriété, et les sociétés minières étaient reparties convaincus qu'il ne restait plus rien d'important à récupérer. Pourtant, deux hommes ont regardé le même terrain, sont parvenus à une conclusion complètement différente, et ont changé l'histoire pour toujours. Ces deux hommes s'appelaient Freddy Dodge et Juan Ibarra, des noms devenus synonymes de résolution de problèmes miniers que la plupart des gens considèrent comme impossibles. À eux deux, ils ont passé des décennies à travailler sur un terrain difficile, à relancer des opérations abandonnées et à découvrir de la valeur là où d'autres n'y voyaient que déception et échec. Ils ne sont pas arrivés au Yukon à la suite de rumeurs ou dans l'espoir d'une chance extraordinaire. Ils sont venus avec une théorie soigneusement élaborée, un programme de forage détaillé, et le genre de détermination fondée sur des preuves qui leur a valu un énorme respect dans l'ensemble de l'industrie minière. Ce qu'ils ont découvert sous cette étendue silencieuse et gelée de la nature sauvage du Yukon a largement dépassé leurs attentes. Cela a remis en question des hypothèses restées incontestées pendant des décennies et les a forcés à reconsidérer tout ce qu'ils croyaient à propos de la propriété abandonnée. Les mineurs expérimentés développent un instinct remarquable après des années d'études de terrain difficiles, leur permettant d'estimer ce que la Terre est susceptible de révéler, même dans les meilleures conditions. Mais cette fois, le Yukon leur a offert quelque chose à quoi aucun des deux hommes ne s'était jamais vraiment préparé. Au lieu de découvrir une autre extension modeste d'un ancien gisement de minerais, ils ont trouvé des preuves indiquant une valeur d'or estimée à 180 millions de dollars. Selon l'enquête, les résultats d'analyse ont soutenu la découverte, les données géologiques concordaient avec les découvertes et la zone minéralisée semblait occuper une section de roche que les opérateurs précédents avaient forée, à côté de laquelle ils avaient marché et finalement abandonné sans jamais se rendre compte de ce qui restait caché à une courte distance. C'était le genre de découverte capable de changer non seulement une exploitation minière, mais aussi la réputation de toute une propriété longtemps considérée comme épuisée. Soudain, une mine abandonnée et oubliée de l'histoire se retrouve au centre de toutes les attentions. Ce soir, nous suivrons chaque étape de ce voyage remarquable du début à la fin. Nous explorerons l'histoire de la mine elle-même, examinerons les indices géologiques cachés sous des décennies de rapports négligés, reviendrons sur le moment où Freddy a reconnu quelque chose que les générations précédentes n'avaient pas vu et expliquerons comment le programme de forage a finalement conduit à des résultats d'analyse étonnants. Nous examinerons également les calculs qui auraient amené Juan Ibarra à vérifier les chiffres à plusieurs reprises avant de se sentir à l'aise de croire ce qu'il semblait révéler. Cette histoire se déroule en 5 chapitres remarquables, chacun nous rapprochant de ce que beaucoup considèrent comme l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire minière récente du Yukon. Avec le recul, il semble presque que Freddy et Juan aient, sans le savoir, passé toute leur carrière à se préparer exactement pour ce moment, rassemblant l'expérience qui leur permettrait éventuellement de reconnaître ce que tout le monde avait négligé. Avant de continuer, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, c'est le moment idéal. Des histoires comme celle-ci, où se rejoignent l'histoire, la géologie, la détermination et des découvertes extraordinaires, sont exactement la raison pour laquelle cette chaîne existe. Pour vraiment comprendre la signification de ce que Freddy et Juan ont découvert, nous devons d'abord comprendre où ils l'ont trouvé. Le Yukon est bien plus qu'une région isolée du nord du Canada. Pour les géologues, il représente l'un des paysages aurifères les plus riches et les plus fascinants de la planète. Depuis que la ruée vers l'or du Klondike en 1896 l'a transformé en l'une des destinations minières les plus légendaires de l'histoire, le Yukon a attiré des générations de prospecteurs, d'ingénieurs, de rêveurs et d'entrepreneurs espérant découvrir des richesses extraordinaires sous sa surface gelée. Aujourd'hui encore, la région continue de produire des découvertes remarquables, tout en gardant d'innombrables secrets sous les couches rocheuses et le pergélisol. Pourtant, à côté de ces réussites légendaires, se cache une autre facette de l'exploitation minière au Yukon, qui reçoit beaucoup moins d'attention. Partout sur le territoire se trouvent des mines abandonnées, des claims oubliés et des opérations qui promettaient autrefois de grandes fortunes avant d'être finalement déclarées non rentables. Chacun de ces sites désertés raconte non seulement l'histoire de la richesse produite par le Yukon,
mais aussi la difficulté incroyable de récupérer l'or d'un sol qui refuse de livrer facilement ses trésors. De nombreuses mines ont été abandonnées non pas parce que chaque once d'or avait été extraite, mais parce que la technologie, les connaissances ou l'économie de l'époque ne pouvaient tout simplement pas justifier leur poursuite. La minée particulière qui a attiré Freddy et Juan possédait une histoire qui remontait bien plus loin que beaucoup de gens ne le pensaient. Il a été développé pour la première fois au cours des premières décennies de l'exploitation minière au Yukon, lorsque les techniques d'exploration restaient relativement simples et que l'équipement minier n'était pas aussi sophistiqué qu'aujourd'hui. Les opérateurs se sont concentrés principalement sur la localisation des minéralisations évidentes, sur l'extraction des parties les plus riches du corps minéralisé et sur la progression vers la prochaine cible prometteuse le plus rapidement possible. Compte tenu des limites de cette époque, leur stratégie était considérée comme tout à fait pratique. Selon les normes de leur époque, ces premiers mineurs faisaient exactement ce que les opérateurs expérimentés étaient censés faire. Ils ont identifié un gisement productif extrait des matériaux précieux alors que l'exploitation restait rentable et surveillaient attentivement la production à mesure que la qualité du minerai diminuait progressivement. Une fois que les considérations économiques ne justifiaient plus les dépenses liées à la poursuite de l'exploitation minière, ils ont pris la décision difficile mais rationnelle, partagée par d'innombrables sociétés minières à travers l'histoire. Ils ont fermé l'exploitation, emballé leur équipement et laissé la propriété derrière eux. Pendant des décennies, la mine abandonnée est restée silencieuse sous le climat rigoureux du Yukon. Hiver après hiver, les cycles incessants de gel et de dégel ont lentement remodelé le paysage entourant les anciens chantiers, tandis que le changement du permafrost a imposé de nouvelles contraintes aux tunnels qui étaient depuis longtemps silencieux. La végétation a progressivement reconquis la surface, la neige a enterré ce qui restait de l'infrastructure d'origine, et le temps a lentement effacé les souvenirs visibles du fait que les mineurs y travaillaient autrefois quotidiennement. La nature continuait tranquillement son travail, tandis que l'attention humaine dérivait ailleurs. Pendant ce temps, les rapports géologiques recueillis au cours des années d'activité de la mine disparaissaient peu à peu dans les armoires de stockage et les archives oubliées. Les documents qui guidaient autrefois les opérations minières quotidiennes sont progressivement devenus à peine plus que des documents historiques consultés par très peu de personnes. Bien que ces rapports aient été considérés comme approfondis selon les normes scientifiques de leur époque, ils reflétaient inévitablement les limites des connaissances géologiques contemporaines. Des décennies plus tard, les progrès de la géologie structurale permettraient aux chercheurs d'interpréter très différemment bon nombre de ces mêmes observations. Sachez dans ces rapports techniques vieillissants se trouvait un des indicateurs géologiques subtils qui finiraient par attirer l'attention de Freddy Dodge. Il ne s'agissait pas de découvertes spectaculaires mises en évidence dans les documents, mais de petits détails dispersés dans les journaux de forage, les enregistrements cartographiques et les analyses de laboratoire qui n'ont pris de l'importance que lorsqu'ils ont été vus à travers le prisme de la compréhension géologique moderne. Pièce par pièce, ces observations oubliées ont progressivement constitué la base d'une toute nouvelle interprétation du bien. Freddy est devenu convaincu que l'industrie minière avait commis une erreur extrêmement coûteuse en abandonnant le site. Selon son interprétation, les exploitants précédents n'avaient pas du tout épuisé la propriété. Ils s'étaient simplement arrêtés avant d'atteindre la partie la plus précieuse. Si sa théorie s'avérait exacte, la mine abandonnée pourrait encore contenir près de 180 millions de dollars d'or cachés sous terre, qui selon tout le monde avait déjà révélé tout ce qu'elle avait à offrir. Il s'agit d'une conclusion extraordinaire, fondée non pas sur des spéculations, mais sur une analyse minutieuse de preuves historiques. Les indices eux-mêmes étaient remarquablement subtils, ce qui explique peut-être pourquoi ils sont restés inaperçus pendant tant d'années. S'ils avaient été évidents, une autre société minière aurait certainement reconnu leur importance bien avant l'arrivée de Freddy. Au lieu de cela, il consistait en des relations structurelles délicates, des modèles géologiques et des signatures géochimiques qui nécessitaient une combinaison rare de connaissances scientifiques, d'expériences pratiques sur le terrain et une volonté inhabituelle de remettre en question les conclusions acceptées par des générations de chercheurs précédents. Freddy a examiné comment différentes formations rocheuses ont réagi aux événements de faille qui ont façonné l'histoire géologique de la région pendant des millions d'années. Il a étudié l'orientation des systèmes de fractures secondaires par rapport aux corps minéralisés, connus à la recherche de preuves que la minéralisation pourrait se poursuivre au-delà des limites identifiées par les opérations minières antérieures.
Il s'est également concentré sur les modèles géochimiques subtils préservés dans les échantillons de carottes de forage d'origine modèle, qui suggéraient la possibilité d'une concentration plus riche, plus profonde et déplacée latéralement de matériaux aurifères que la mine historique n'avait jamais réellement atteintes. Ce qui a rendu ces observations particulièrement convaincantes, c'est que Freddy avait déjà rencontré des signatures géologiques remarquablement similaires, pas nécessairement au Yukon lui-même, mais dans les districts miniers de différentes régions, où des combinaisons comparables de déformations structurelles et de preuves géochimiques avaient finalement conduit à des découvertes importantes négligées par les exploitants précédents. Au fil des décennies d'expérience, il avait appris à reconnaître des modèles géologiques qui transcendaient la géographie. Différents pays peuvent posséder des paysages différents, mais la langue parlée par les rochers reste souvent étonnamment cohérente. Apporteur, cette expérience accumulée au Yukon a permis à Freddy de voir la mine abandonnée sous un tout nouveau point de vue. Au lieu de considérer les rapports historiques comme la preuve que le bien avait déjà été exploré à fond, il les considérait comme des chapitres incomplets, attendant d'être terminés. Chaque anomalie négligée, chaque résultat d'analyse inexpliqué et chaque caractéristique structurelle subtile est devenu un indice supplémentaire pointant vers une possibilité que les générations précédentes n'avaient tout simplement pas imaginée. Peu à peu, les preuves l'ont convaincu que l'histoire de la mine était loin d'être terminée. Selon l'interprétation de Freddy, les premiers opérateurs n'avaient découvert que le premier chapitre d'une histoire géologique beaucoup plus vaste. Croyant avoir épuisé le potentiel de la propriété, ils ont sans le savoir fermé le livre avant d'en atteindre les pages les plus précieuses. Le véritable trésor, le gisement estimé à près de 180 millions de dollars, semblait rester caché sous terre exactement là où la géologie structurale moderne le suggérait. Des décennies d'abandon n'avaient pas effacé l'or. Ils l'avaient simplement conservé pour quelqu'un capable de lire les preuves différemment. Pour comprendre comment Freddy est parvenu à cette conclusion, il faut comprendre à quel point la géologie du Yukon est véritablement unique. La lecture des formations rocheuses dans cet environnement nordique diffère considérablement de l'interprétation de la géologie dans de nombreux autres districts miniers du monde. Le défi s'étend au-delà des systèmes de failles et des modèles de minéralisation complexes pour inclure la puissante influence du pergélisol lui-même. Le sol gelé préserve exceptionnellement bien certaines caractéristiques géologiques tout en dissimulant d'autres sous des conditions qui peuvent facilement induire en erreur même les géologues expérimentés peu familiers avec les terrains nordiques. Des années de travail dans des environnements nordiques éloignés avaient préparé Freddy précisément à ces conditions. Il comprenait comment des gels et des dégels répétés pouvaient altérer les expressions de la surface, dissimuler des structures importantes et créer des apparences trompeuses, susceptibles de détourner les observateurs moins expérimentés de ce qui comptait vraiment sous la terre. Alors qu'il examinait attentivement les murs des chantiers abandonnés, pour la première fois, les roches semblaient raconter une histoire écrite dans un langage géologique qu'il avait passé toute une carrière à apprendre à comprendre. Peu à peu, les preuves ont commencé à aboutir à une conclusion que peu d'autres avaient jamais envisagée. Freddy est devenu convaincu que les premiers mineurs n'avaient pas échoué parce qu'ils manquaient de compétences ou d'expérience. Au contraire, ils ont réussi à identifier et à développer le gisement primaire exactement comme les connaissances géologiques de l'époque le suggéraient. Leur erreur critique était ailleurs. Ils ont accepté cette première découverte comme l'ensemble du gisement plutôt que de se demander si le système géologique pourrait continuer au-delà de ce qui était immédiatement visible. Le principal gisement exploité était authentique, bien documenté et correctement identifié comme étant la cible principale lors de l'opération initiale. Cependant, à mesure que la production se poursuivait, le minerai s'est progressivement rétréci. Les teneurs ont diminué et la situation économique s'est finalement détériorée jusqu'à ce que la poursuite de l'exploitation minière ne semble plus rentable. Confrontés à des rendements en baisse, les opérateurs ont pris la même décision que les mineurs expérimentés ont prise tout au long de l'histoire lorsque le sol ne s'amortit plus. Ils s'éloignèrent croyant que l'histoire avait atteint sa conclusion naturelle sans jamais se rendre compte que le chapitre le plus riche attendait peut-être encore juste au-delà des limites de leur fouille. Elles ont sondé latéralement en suivant les indicateurs géologiques les plus évidents à la recherche de la continuation du corps primaire ou d'une structure parallèle qui pourrait justifier la poursuite des investissements. Ils n'ont trouvé ni l'un ni l'autre et ils ont tiré la bonne conclusion sur la base des preuves dont ils disposaient avec la technologie dont ils disposaient. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était la capacité de détecter la caractéristique structurelle spécifique identifiée par Freddy dans la paroi rocheuse des fouilles originales.
Un système de failles secondaires suffisamment subtil pour que les levés originaux l'aient noté comme mineur et se soient déplacés, orientés dans une direction qui recoupait la formation primaire en profondeur d'une manière qui créait exactement le genre de piège structurel où les fluides hydrothermaux aurifères se concentrent et déposent leur charge. Freddy se tenait dans les travaux d'origine et passait ses mains le long du mur. C'est quelque chose qu'il fait. Le contact physique direct avec la roche, la texture et la structure lui communique du bout des doigts des informations qu'une inspection visuelle seule ne fournirait pas. La roche lui a raconté l'histoire des forces qui l'avaient façonné le mouvement le long de cette faille secondaire, les conditions de température et de pression dans lesquelles les fluides aurifères s'étaient déplacés à travers la formation et s'étaient arrêtés. Il savait où se trouvait l'or. Passe approximativement, passe au sens général. Cette zone de la mine semble prometteuse. Il connaissait avec la précision particulière que procure une carrière de lecture précise de ce type de signature géologique, l'orientation et la profondeur approximative de la concentration secondaire, ainsi que le programme de forage qui serait nécessaire pour la confirmer. Il l'a expliqué à Juan Debout dans les chantiers d'origine, en utilisant le mur comme carte géologique, en désignant les éléments qui racontaient l'histoire, en parcourant pas à pas la logique structurelle. Juan est un homme qui exige des preuves rigoureuses avant de s'engager dans une théorie. Il a repoussé, posé ses questions, identifié les points où l'argument était plus fort et les points où il reposait sur des déductions. Et puis il a dit ce qu'il dit toujours lorsque les arguments géologiques de Freddy sont solides et que les preuves de terrain soutiennent l'interprétation structurelle. Forensley, le pergélisol du Yukon, a rendu le programme de forage plus compliqué qu'il ne l'aurait été dans un sol plus tempéré. Travailler sur un terrain gelé avec les contraintes de température et les défis d'équipement que l'exploitation minière du Nord impose à chaque opération ajoute du coup du temps et des difficultés physiques à chaque étape du processus. Freddy et Tijuan ONT relevaient ces défis de la même manière qu'ils ont relevé chaque défi sur un terrain difficile méthodiquement et soigneusement sans lésiner sur l'exécution technique, car l'interprétation géologique était trop prometteuse pour risquer de faire des compromis avec un travail de terrain bâclé. La foreuse est entrée à l'angle et à la profondeur spécifiée par le modèle structurel. La carotte est revenue du pergélisol, ressemblant exactement à ce que Freddy avait dit à Juan. Les échantillons sont allés au laboratoire. Le sol du Yukon gardait son secret depuis des décennies. Il était sur le point d'y renoncer. Les résultats du test, le nombre et le moment. Tout a changé. Juan Ibarra ne s'émeut pas des résultats des tests. Juan n'est pas une critique. C'est une description de la discipline professionnelle qui le rend précieux exactement dans le genre de situation de découverte à enjeu élevé que ce programme de forage avait créé. Il a vu suffisamment de résultats d'analyse dans suffisamment de mines, dans suffisamment de conditions géologiques différentes pour savoir que le numéro figurant sur le rapport de laboratoire est le début de l'analyse et non la fin de celle-ci. La valeur de la teneur d'un échantillon de forage vous indique ce qu'il y a dans cet échantillon spécifique à partir de cet emplacement spécifique. Ce que cela vous apprend sur le gisement dans son ensemble, sur la valeur économique de ce que vous avez trouvé sur la question pratique, de ce que cette découverte signifie réellement, en termes financiers, nécessite le genre de travail analytique minutieux et systématique que Juan Ibarra fait mieux que presque n'importe qui dans ce domaine. Il a reçu les résultats d'analyse du programme de forage initial et il a fait ce qu'il fait toujours. Il s'est assis avec les chiffres à disposer spatialement les données d'échantillonnage par rapport au modèle structurel que l'interprétation géologique de Freddy avait produit et a commencé le calcul qui traduirait les valeurs brutes de teneur en une évaluation économique. La première chose que les chiffres lui ont dit, c'est que la note était réelle, pas à la limite de la réalité, pas le genre de résultat qui nécessite une interprétation optimiste pour justifier un intérêt continu, mais une réalité véritablement sans ambiguïté techniquement confirmée. La concentration en or dans les échantillons de la zone cible principale était suffisamment élevée et suffisamment constante dans toute la répartition spatiale des trous de forage pour éliminer la possibilité que ce qu'ils examinaient était une anomalie localisée plutôt qu'un corps minéralisé important. Il a continué à calculer. Le modèle structurel a contraint la géométrie du gisement. Les résultats de l'analyse ont défini la distribution des teneurs au sein de cette géométrie. Le prix actuel de l'or qu'il a utilisé sous sa forme réelle, plutôt que dans une projection optimiste, a fourni la valeur du métal. Des hypothèses prudentes concernant le taux de récupération et le coût de l'exploitation minière dans des conditions de pergélisol au Yukon, des hypothèses réalistes plutôt que favorables, des hypothèses qui s'appuyaient sur la véritable complexité opérationnelle du travail dans les sols gelés du Nord, ont produit le chiffre économique.
Il a fait le calcul. Il a vérifié ses entrées par rapport aux rapports d'analyse originaux. Il l'a exécuté à nouveau. Il a restructuré le modèle pour s'assurer qu'il n'avait pas commis d'erreur dans les hypothèses géométriques. Il l'a exécuté une troisième fois. 180 millions de dollars. Pas dans des conditions favorables. Je ne suppose pas que le dépôt s'étend au-delà de ce que soutiennent les données actuelles. Ne pas utiliser les prix de l'or qui obligent le marché à évoluer en leur faveur. Dans les conditions conservatrices fondées sur des données et réalistes sur le plan opérationnel, que sa discipline professionnelle lui impose d'utiliser lorsqu'il chiffre une découverte à laquelle le temps, l'argent et la réputation de deux hommes vont être attachés. 180 millions de dollars en or confirmé, étayés par des analyses et structurellement contraints situés sous le pergélisol du Yukon, dans une mine qui avait été classée comme épuisée en terre et que l'industrie avait radié dans un gisement que personne n'avait trouvé, parce que personne n'avait regardé à l'endroit précis que la géologie structurelle de la formation indiquait depuis des décennies. Il a donné le numéro à Freddy. Freddy Dodge est un homme qui a passé sa carrière dans des situations où le terrain surprend, où le résultat est meilleur ou pire que ce que suggère l'épreuve, où l'écart entre ce que l'on attendait et ce que l'on a obtenu peut être mesuré dans la réaction physique spécifique d'un homme qui a vécu suffisamment de ces moments pour avoir perdu la capacité de surprendre facilement. Il s'est entraîné à ne pas réagir aux chiffres avant d'avoir compris ce qu'ils signifient. Avant, il avait réfléchi à la distance entre un résultat de laboratoire et une mine en production, entre un test confirmé et de l'or dans votre main. Il regarda longuement le calcul de juin, puis il a regardé le modèle structurel sur le mur du bureau de chantier, celui qui montrait exactement où se trouvait le gisement par rapport aux travaux d'origine. Exactement à quoi devrait ressembler le programme de forage pour y accéder. C'est exactement la façon dont il faudrait aborder le sol du Yukon pour convertir cette découverte en une exploitation productive. Il a dit très doucement à l'homme qui avait analysé les chiffres 3 fois pour s'assurer qu'ils avaient raison. Le Yukon n'en avait pas fini avec nous. C'était juste une attente. Ouin hocha la tête. Il ouvrait déjà le plan de la mine. Les 190 millions de dollars n'étaient pas un rêve. Ce n'était pas une projection fondée sur l'espoir et des hypothèses favorables. Il s'agit d'un chiffre que le sol du Yukon avait confirmé grâce à un processus spécifique rigoureux et techniquement irréprochable de forage, d'échantillonnage, d'analyse et de calcul qui transforme une théorie géologique en une découverte vérifiée. Il se trouvait sous le pergélisol, exactement là où Freddy avait lu le rocher, lui avait dit qu'il se trouverait, exactement aussi riche que les résultats des analyses le confirment, en attendant les travaux qui le feraient remonter à la surface. Qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce qui va suivre, et pourquoi le Yukon a tout changé? Parlons de ce que signifie réellement une découverte d'or de 180 millions de dollars dans une mine abandonnée du Yukon. Passe dans l'abstrait, pas comme un titre, mais dans le sens spécifique, concret et pertinent pour l'industrie de ce que cette découverte dit sur le Yukon, sur la méthodologie qu'il a trouvée et sur les deux hommes dont le partenariat a produit un résultat que ni l'industrie ni le terrain lui-même n'avaient l'intention de rendre facile. Le Yukon produit de l'or depuis plus d'un siècle. La ruée vers le Klondike a défini l'identité du territoire, façonné son économie et attiré des centaines de milliers de personnes dans l'un des environnements les plus difficiles du continent nord-américain, à la recherche d'un métal que le sol contient en quantité qui ne sont toujours pas entièrement comprises en 2024. L'histoire de l'exploitation aurifère du Yukon est une histoire de découverte suivie d'épuisement, suivie de l'hypothèse selon laquelle ce qui a été trouvé est ce qu'il y a à trouver. Que le sol a livré ses secrets et que l'ère des nouvelles découvertes significatives est derrière nous. Freddy Dodge et Wanibara viennent de démontrer que cette hypothèse est fausse. Ou n'est pas faux d'une manière mineure et progressive, ce dépôt est un peu plus important que prévu. C'est faux dans le sens spécifique et fondamental de 180 millions de dollars, qui oblige à réévaluer chaque exploitation abandonnée du Yukon qui a été classée comme épuisée sur la base d'études géologiques réalisées avec une technologie qui n'était pas capable de détecter le type de concentration structurelle secondaire que représente cette découverte. Il y en a plus. C'est l'implication avec laquelle l'industrie doit tenir compte. Et c'est l'implication avec laquelle Freddy et Yuan comptent déjà lorsqu'ils planifient le programme opérationnel qui transformera cette découverte confirmée en une mine en production. La signature géologique structurale qui a orienté Freddy vers ce gisement n'est pas unique à cet endroit. Il s'agit d'un modèle qui se répète dans la formation du Yukon, dans des combinaisons spécifiques de type de roches hautes, d'orientation de failles et de signatures géochimiques que tout géologue sachant quoi rechercher
peut identifier dans les données historiques d'autres opérations abandonnées sur ce territoire. La méthodologie fonctionne. C'est la conclusion la plus importante de cette découverte, plus importante encore que le chiffre de 180 millions de dollars lui-même. La combinaison d'une analyse géologique structurelle approfondie d'un réexamen minutieux des données d'enquête historique de compétences de lecture de roches sur le terrain, qu'aucune technologie ne peut reproduire, et de l'évaluation économique rigoureuse et quantitative que Houin apporte à chaque découverte faite par Freddy. Cette combinaison est une méthodologie éprouvée, reproductible et documentée pour trouver de la valeur dans un sol dont l'industrie a décidé qu'il n'en contient pas. Freddy Dodge a développé cette méthodologie au fil des années passées, a travaillé sur des terrains difficiles, dans des opérations marginales, dans des mines que tout le monde avait abandonnées. Il ne l'a pas développée en suivant l'approche conventionnelle de l'exploration minérale. Il l'a développée en refusant d'accepter la conclusion de quelqu'un d'autre sur ce que contient un morceau de terrain, jusqu'à ce qu'il ait examiné ce terrain lui-même, lu la roche de ses propres yeux et mains, et appliqué les connaissances géologiques spécifiques accumulées au cours de sa carrière à la question de savoir si l'évaluation était correcte. La plupart du temps, l'évaluation était correcte. Les mines épuisées sont généralement épuisées. Les dépôts calculés sont généralement calculés. Les études géologiques qui ont classé cette mine du Yukon comme étant terminée n'étaient pas des documents incompétents produits par des personnes imprudentes. Il s'agissait d'évaluations approfondies qui décrivaient correctement l'état des connaissances géologiques sur cette propriété au moment de leur rédaction. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire, c'était ce que Freddy Dodge pouvait faire. Ils ne pouvaient pas lire la subtile signature structurelle dans la paroi rocheuse des chantiers d'origine et comprendre ce qu'elle indiquait. Ils ne pouvaient pas apporter la capacité spécifique de reconnaissance de forme issue d'une carrière passée exactement dans le type de système minéralisant complexe et structurellement contrôlé qui produisent des concentrations d'or secondaires dans des formations plissées et faillées. Ils ne pouvaient pas regarder le sol du Yukon et voir au-delà de l'évidence, au-delà du corps principal élaboré, au-delà des teneurs en amincissement et des rendements en baisse qui indiquaient aux premiers exploitants que l'histoire était terminée, les 180 millions de dollars qui restaient tranquillement dans l'obscurité, attendant quelqu'un qui connaissait la langue dans laquelle parlait la roche. Freddy connaissait la langue. Houin savait comment transformer la traduction en un numéro avec lequel l'industrie ne pouvait pas contester. Ensemble, ils sont allés dans le territoire du Yukon, que le monde avait oublié, et ils ont découvert la plus grande découverte de la carrière de l'un ou l'autre homme confirmée par des données, étayées par une analyse rigoureuse et située dans une formation que le pergélisol a préservée exactement dans l'état dans lequel elle doit être pour être exploitée. Le programme opérationnel pour extraire cet or est en cours de planification. La logistique du travail dans des conditions de pergélisol au Yukon, les exigences en matière d'équipement, l'approche de traitement, le calendrier allant de la découverte confirmée à la première production. Tout cela est travaillé par deux hommes qui se sont préparés à ce moment sans savoir que c'était ce moment pendant toute leur carrière. Nous allons en suivre chaque étape, chaque défi que présente le sol du Yukon, chaque solution développée par Freddy et Houin, chaque étape entre un résultat d'analyse de 180 millions de dollars et la réalité physique de cet or sortant du pergélisol émis dans le monde. Le Yukon garde ce secret depuis longtemps. Freddy Dodge et Juan Ibarra l'ont trouvé, et ce qu'ils en feront ensuite sera l'une des histoires les plus extraordinaires que cette chaîne ait jamais racontées. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche de notification dès maintenant car le Yukon n'est pas terminé, et ces deux hommes non plus, même pas proches.